Bonjour. Dans les 3 épisodes précédents, nous avons parlé des politiques agricoles. Et puis cet été, en 2012, on s'aperçoit qu'il y a eu les feux de l'actualité ont été beaucoup braqués sur les céréales. Et on a vu un excellent exemple de tout ce qu'on pouvait imaginer par rapport pour illustrer ce que j'ai dit dans les 3 épisodes précédents. C'est-à-dire que d'un seul coup, les prix des produits agricoles ont flambé, c'est-à-dire les prix des céréales ont flambé, et on a vu aussitôt la conséquence que cela avait sur les prix alimentaires, les prix des produits alimentaires. Les prix des produits alimentaires n'ont jamais été aussi élevés que ces derniers temps. On renouvelle la grande crise qu'on a connue en 2007-2008. Alors, il est intéressant de se poser la question de savoir à quoi c'est dû. Dans la presse, dans les télévisions que l'on a vues, nous avons eu l'œil attiré sur les dégâts de la sécheresse aux États-Unis. C'est très frappant, on voit des champs désolés et on en conclut qu'il y aurait presque une poussée de ce qu'on voit au Sahel dans un grand pays comme les États-Unis. Je crois qu'il faut raison garder et qu'il faut essayer de prendre un peu du recul. D'ailleurs, on voit bien sur ce chapitre-là que pour chacun, il est important de se référer à des sources sûres. Et je conseille à tout le monde d'aller voir sur Internet le site du Conseil international des céréales, qui est un site très très bien fait et qui donne mois par mois les statistiques sur les céréales et ça permet d'y voir clair. Et je crois que c'est un très bon réflexe que d'aller voir sur un site qui fait référence. Et qu'est-ce qu'on observe sur ce qui s'est passé sur ce marché? Alors, la première chose, bien entendu, la production va baisser aux États-Unis. Et pourquoi attache-t-on de l'importance au fait que la production baisse aux États-Unis? C'est que c'est un des plus grands producteurs de céréales dans le monde. Grosso modo, les États-Unis font à peu près 20% de la récolte mondiale de céréales. Et pour le seul maïs, l'une des trois grands secteurs des céréales, je vous rappelle qu'il y a dans ces céréales le blé, le maïs et les autres céréales dans lesquelles il y a l'avoine, l'orge, etc. Dans le seul secteur du maïs, qui est aujourd'hui la principale céréale produite dans le monde, les États-Unis font 40% de la récolte mondiale. Et donc là, bien entendu, quand les États-Unis éternuent, le monde attrape un rhume. Hein, et bien entendu, ça pose un problème majeur. Alors, qu'observe-t-on sur les chiffres? Bien sûr, il y aura moins de production aux États-Unis que l'année dernière, mais grosso modo, pas horriblement moins, quelque chose comme 5 ou 10% de moins, un peu plus sur le maïs, mais au total, la production américaine ne va pas varier dans de très grandes proportions. Surtout, là où les observateurs sont déçus, c'est qu'on prévoyait une récolte absolument record cette année en termes de maïs. Donc, quand on compare les premières prévisions aux prévisions actuelles, il y a un écart important. Mais quand on compare à l'année dernière, l'écart n'est pas si important que ça, il est relativement limité. Et au niveau de l'ensemble du monde, là, on n'est pas non plus dans la catastrophe. Certes, il y a eu une très grande sécheresse au Kazakhstan. Et dans la zone qui touche la mer Noire, ce sont de tout petits producteurs, mais en même temps, ce sont de grands exportateurs. Et donc, ça provoque un choc dans le marché mondial parce que, du coup, ça inquiète ceux qui achètent parce que ce sont des grands vendeurs. Mais ce n'est pas très important parce que, parallèlement, la récolte en Chine est plus importante que celle de l'année dernière et la récolte en Inde probablement plus importante aussi, autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui. Et donc, finalement, au total dans le monde, la production va baisser de quelques 5%. Et les prix flambent. Les prix flambent en presque doublant, pour certains, leur prix et en atteignant à peu près presque les records, ou pour certains, pour le maïs et pour un certain nombre d'autres céréales, ont même dépassé les niveaux de 2008. Et donc là, comment explique-t-on qu'il puisse y avoir un tel écart entre une petite baisse de la production et une
immense hausse des prix des produits agricoles. Alors, comment l'explique-t-on? Tout simplement parce que j'ai dit la dernière fois sur la particularité du secteur agricole, c'est-à-dire qu'il suffit d'une toute petite baisse de production pour entraîner une très grande hausse des prix. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe sur le secteur agricole. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte dans les couloirs de l'OMC ou tout ce qu'on nous raconte dans un certain nombre de gouvernements des grandes puissances. Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on nous explique un peu, j'allais dire naïvement, que moins l'État s'occupera du secteur agricole, mieux ça se passera. Eh bien, on voit bien en 2012 que ce n'est pas vrai, que c'est archi faux et que c'est surtout dramatique pour les plus pauvres d'entre nous. C'est-à-dire que c'est dramatique pour les pauvres, les catégories sociales les plus pauvres dans nos pays, et c'est dramatique pour les pays les plus pauvres de la planète. Et tous ceux qui dépendent du marché mondial sont dans une situation extrêmement difficile et qui peut entraîner un problème de cohésion sociale et donc un problème de, j'allais dire, de vie politique avec l'angoisse de la mort et l'angoisse de la mort pour un certain nombre de gens. Alors, comment peut-on essayer après de comprendre ce qui est en train de se passer et comment peut-on imaginer qu'on puisse faire quelque chose? Alors d'abord, il me semble qu'il y a un élément qu'il faut avoir en tête quand on regarde bien les statistiques du Conseil international des céréales auquel je me référais tout à l'heure. Il est clair par exemple que une partie de la production, grosso modo un tiers de la production de céréales totale, va à l'alimentation des hommes. Et ce n'est qu'un tiers, ce n'est pas la totalité. Un peu plus d'un tiers, 40%, va à la nourriture des animaux. Ou un peu plus de 40% va à la nourriture des animaux. Et ça, c'est donc, tout ça, c'est l'alimentation au sens large du terme. Mais il y a toute une partie qui est de plus en plus importante, qui va aux utilisations industrielles. Cette partie est loin d'être négligeable. La production mondiale dans sa totalité est d'environ 1,8 milliard de tonnes chaque année. Et la production augmente d'une façon générale. Hein. Et sur ce 1,8 milliard de tonnes, il y en a 300 millions qui vont aux utilisations industrielles, et en particulier à l'éthanol. Et donc, comment peut-on imaginer qu'on puisse comment dirais-je, réguler la production ou empêcher ces hausses de prix? On voit bien que si l'on était assez intelligent pour diminuer ces utilisations industrielles au moment où les prix flambent, eh bien, il y aurait une solution bien évidente pour faire baisser les prix de l'alimentation et des aliments du bétail. Et là, on a une marge de manœuvre tout à fait considérable, et donc il nous suffirait d'inventer une politique d'utilisation de produits industriels qui soit, j'allais dire, comment dirais-je, fluctuante, un peu plus fluctuante, en tout cas, qui soit adossée sur les objectifs que l'on a en matière de prix des produits agricoles pour l'alimentation. Et là, on aurait une possibilité de réguler les marchés et de faire en sorte qu'on n'assiste pas à des prix des céréales qui soient de 100 une année donnée et de 200 l'année suivante pour revenir à 100 l'année d'après. Ce qui est complètement ridicule, aussi bien pour les consommateurs dont je parlais tout à l'heure les plus pauvres, mais aussi pour les éleveurs, mais aussi pour les industriels qui transforment ces céréales. Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui fabrique des petits gâteaux ou des barres de céréales, etc., puisse répercuter une telle augmentation du simple au double au niveau de la consommation? C'est pas possible. Donc il faut trouver un moyen pour réguler cette production, et la modulation de l'utilisation industrielle des céréales, et en particulier de la fabrication d'éthanol
pour fabriquer de l'essence pour les voitures ou de l'énergie pour les voitures, bon, on peut quand même comprendre que par rapport à l'angoisse de la nourriture de la planète, cette fabrication d'éthanol puisse passer au second plan. Alors ça, c'est une première action que l'on pourrait avoir. Une deuxième action qu'on pourrait avoir, c'est de constituer davantage de stocks. Alors, certes, on ne produit pas pour fabriquer des stocks. Mais on voit bien dans une situation comme celle que nous venons de vivre cet été, que le fait que nous n'ayons pas de stock fait le délice des spéculateurs. Et donc, moi je ne dis pas que ce sont les spéculateurs qui affament le monde, je dis simplement c'est l'inaction des politiques qui facilite la vie des spéculateurs. Et il faut être clair là-dessus, c'est-à-dire que ne changeons pas, ne mettons pas les responsabilités là où elles ne sont pas. C'est parce que les politiques ne font pas leur travail que les spéculateurs peuvent se régaler. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Alors, bien entendu, ça n'interdit pas aux politiques de faire aussi quelque chose pour empêcher les spéculateurs de profiter de ces situations-là. Ça, ils en ont parfaitement le droit et je dirais même le devoir. Mais en attendant, ce qui pose problème dans une situation dans laquelle nous sommes, c'est que l'inaction des politiques est beaucoup trop favorable à la spéculation. Et donc, il serait important que l'Europe prenne ses responsabilités et que l'Europe, par exemple, pour ne pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais simplement s'appliquer à nous-mêmes les règles que nous voudrions voir adoptées par l'ensemble du monde, il serait important que l'Europe reprenne l'habitude de constituer des stocks, surtout au moment où les prix sont bas. Ça serait intelligent, hein, ça permettrait d'éviter que les prix descendent trop, et puis ça permettrait, au moment où les prix sont hauts, de pouvoir, j'allais dire, peser sur les cours et remettre en vente des stocks. Et si nous adoptions une règle claire pour la gestion des stocks, qui serait de ne jamais revendre ces stocks quand les prix sont bas, nous pourrions avoir un effet bénéfique sur les prix dans l'ensemble du marché mondial. Et je crois que c'est cette responsabilité-là que nous devrions avoir. Troisième responsabilité, bien entendu, ne pas oublier que la production dans nos pays reste essentielle. J'ai dit tout à l'heure que les utilisations industrielles étaient de l'ordre de 300 millions de tonnes de céréales. La production totale de l'Europe est de 275 millions de tonnes. Eh bien, vous vous rendez compte que si on produisait beaucoup moins en Europe, on remettrait en cause l'équilibre sur l'ensemble des marchés mondiaux. Et donc, on créerait nous-mêmes un facteur d'inflation sur les prix agricoles et, par-delà l'inflation sur les prix agricoles, un facteur d'inflation sur les prix alimentaires. Et donc, on voit bien avec cet exemple de cette année sur les céréales, toute l'importance de l'action de l'État sur les marchés des produits agricoles. Bien entendu, on pourrait faire un calcul sur l'ensemble de d'une période et dire finalement l'action de l'État n'est pas une nécessité absolue parce que ça coûte cher, etc. Mais si le manque d'action de l'État se traduit par des milliers de morts ou des milliers de personnes en état de sous-nutrition, je crois qu'il faudrait à ce moment-là avoir l'honnêteté de calculer ce que ça représente. Et à ce moment-là, on s'apercevrait que dans un but de sauver les vies humaines, il faut être capable de dépenser quand même un peu d'argent, surtout dans les pays riches, pour éviter que les pays pauvres soient dans une situation catastrophique où ça se traduise par des famines condamnant des milliers de gens à la mort. Et je crois que là, il faut être un peu clair sur le fait que, à force de répéter qu'on ne peut rien faire, eh bien finalement, l'Europe, comme les États-Unis, se conduisent comme des malpropres et finissent par, j'allais dire, avoir une responsabilité dans le fait que des gens meurent de faim dans le monde. Et donc je crois que c'est important de bien analyser finalement tous ces équilibres et de ne pas prendre des vessies pour des lanternes et ne pas se contenter de se dire « Ah, mon pauvre monsieur,
Ben oui, c'est vrai, cette année, il y a de la sécheresse aux États-Unis, on ne peut rien y faire. Eh bien non, je crois qu'on peut y faire quelque chose et que c'est important que nous reprenions confiance en nous et que nous soyons capables de faire quelque chose. Merci, et je crois que c'est un très bon exemple de l'intérêt des politiques agricoles.